Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Une fois de plus sur KTV, nous allons parler de l'actualité de cette semaine dans cette émission. Pendant plus de 50 minutes, je vous propose de revoir ce qui s'est passé chez nous ici avec mon invité que je m'en vais retrouver tout de suite. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit de Sylvain Philly, c'est propriétaire du Relais des Indes à Passamainty. Sylvain, bonjour. Bonjour. Merci à vous de nous avoir accueillis ici, mais ici on est où très exactement? Alors ici on se situe à Passamainty et ce que je veux dire c'est des chambres et tables d'hôtes. Voilà, il y a un petit site internet et puis c'est un endroit vraiment très tranquille. Vous nous avez ouvert les portes de chez vous. Merci beaucoup. Donc Sylvain, ce soir, nous allons parler d'actualité. L'actualité à Mayotte, ce qui s'est passé cette semaine chez nous dans l'île au Lagon. On va commencer par cette information concernant le budget de la santé. Donc le député UMP Claude Gosguen, qui est également rapporteur spécial du projet santé, a qualifié la situation à Mayotte d'alarmante. On regarde les précisions de Camille Leca. Le budget de la santé publique explose à Mayotte. Voilà ce qu'on peut lire dans les colonnes de Valeurs Actuelles ce lundi. Des propos qui sortent de la bouche de Claude Gosguen, rapporteur spécial du projet de loi de santé. Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, le député UMP a examiné le contenu du texte défendu par la ministre Marisol Touraine. L'occasion pour lui de parler de la situation à Mayotte, qu'il juge alarmante. Il déclare que sur les 250 millions d'euros alloués au budget de la santé publique chaque année, 150 millions seraient consacrés aux soins hospitaliers. Un budget trop conséquent, toujours selon lui, dans la mesure où il n'est pas possible de distinguer parmi les bénéficiaires la population régulière des étrangers en situation irrégulière. Claude Gosguen s'attaque donc de front à la question de l'ouverture des soins pour tous, un sujet très délicat sur lequel les représentants du CHM n'ont pas souhaité s'exprimer aujourd'hui. Pour la métropole, le député propose même de supprimer l'aide médicale d'État qui prend en charge les étrangers en situation irrégulière. Pour lui, il faut la cantonner aux mineurs et aux situations d'urgence. Dans son passage sur Mayotte, il conclut en se déclarant très inquiet et met en cause, je cite, « l'État qui ne peut pas continuer à dépenser sans compter dans ce territoire ». Un budget jugé trop conséquent selon le rapporteur spécial du projet. Sylvain, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors sur cette question sociale, moi ce que je dis c'est que on a un hôpital qui soigne toute la région. On a un directeur de l'hôpital qui vient d'être nommé, qui est quelqu'un de rigoureux. Je pense que les budgets qui sont demandés, je pense qu'ils sont très importants à être respectés parce que c'est le cœur du développement, c'est que les gens soient en bonne santé. Donc si on commence à laisser les gens dans la région et à Mayotte vers la déchéance sociale, c'est plus la peine, quoi. Non, parce que là, il est clairement dit, il remet en cause le système de la santé pour tous. Oui, voilà, mais on peut le remettre en cause, le système, mais sur 10-15 ans, comme avait dit notre ancien président, on va faire la départementalisation, mais sur 15 ans, on n'a pas besoin d'être dur comme ça, surtout quand on voit le gaspillage qu'on a en France, quoi. Combien on a de sénateurs ? On en enlève la moitié et puis le budget, il ira bien pour la santé dans les Comores. Donc vous, concrètement, vous pensez que ce budget est nécessaire et est-ce qu'il est même suffisant ? Alors, moi, je pense que là, on ne peut pas parler sans savoir. Mais on a une équipe qui a fait ses preuves depuis 20 ans à l'hôpital. Ça continue à tourner. Cet hôpital, il sauve des vies tous les jours. On a un directeur qui vient d'être nommé qu'à 2 ans. Je pense qu'il est entièrement responsable et il sait ce qu'il fait. Voilà, donc il n'y a pas lieu pour vous de remettre en cause... laissons le directeur prévoir et prévenir l'avenir, quoi. D'accord. Sylvain, je vous propose de continuer sur un autre sujet qui fait débat. En fait, dans les écoles, les parents ne sont pas très contents et certains ont tenu à l'exprimer mercredi, notamment à Cavani Sud, où les parents qui, à l'approche de la saison des pluies, s'inquiètent pour leurs enfants. Les précisions de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana.
La tension est montée entre le directeur de l'école élémentaire Cavani 1 et les parents d'élèves qui attendent des actes, pas de belles paroles. Depuis le début de la rentrée scolaire, les parents se mobilisent contre le rythme scolaire dans l'état actuel des écoles. Ces mères de famille craignent qu'en pleine saison des pluies, elles ne puissent plus amener leurs enfants à l'école. Elles sont nombreuses à emprunter ces escaliers et attendent que la mairie améliore le lieu de passage qui donne l'accès aux 3 écoles de Cavani Sud. Mais c'est 10 minutes avant. Et si j'ouvre à 6h30, c'est justement parce que je veux être gentil avec ceux qui montent jusqu'en haut et que normalement ils ne devraient pas passer là en plus. Mais pour pas les embêter plus, j'ouvre à 6h30 et je suis jamais en retard. Alors quand on dit que j'ouvre à 7h, j'ai les boules. La police municipale s'est activée sur les lieux afin d'instaurer le dialogue entre la direction de l'école, les parents et la mairie. Les enfants sont dispersés devant leur établissement scolaire. L'envie de reprendre les cours se ressent, mais les parents sont plus que décidés à se faire entendre. Le chef de la police municipale de Mamoudzou, Mzé Ali Issouf, présent sur place, a su convaincre les parents d'élèves sans violence de retirer le cadenas qui était mis sur la chaîne pour fermer le portail d'entrée des écoles élémentaires et de l'école maternelle. Ils ont été reçus par les services de la mairie dans la foulée. Les discussions sont en cours afin d'éviter que les enfants se retrouvent encore une fois ailleurs que sur leur banc d'école. Des parents d'élèves en colère, une colère légitime selon vous, Sylvain? Alors oui, à condition que tout se fasse bon enfant, on a droit d'être en colère. Mais là, je trouve que ils ont raison de réclamer un aménagement. Je pense qu'on a des priorités et comme les priorités c'est l'éducation, les enfants ils doivent se rendre en toute sécurité à l'école, que ce soit à tous les cas là. Parce qu'on a vu depuis la rentrée quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de secousses, on va dire, dans l'éducation. D'abord, cette histoire de rythme scolaire, appliqué, pas appliqué, qui a du mal à s'imposer ici à Mayotte. Maintenant, les parents, pour des raisons d'infrastructure également, qui continuent à contester. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les enfants, c'est eux les premiers touchés, justement, malgré tout? Ben oui, c'est eux les premiers touchés, mais bon, moi, ça fait 30 ans que je suis à Mayotte, donc je vois les choses évoluer, il faut y aller doucement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des priorités, et priorité déjà à la sécurité des enfants. L'Europe nous met plein de contraintes, ils commencent par le début, l'aménagement des routes, ce qui se fait. On voit pas mal de choses, à Kawani, ça commence à bouger, mais il faut quand même ne pas oublier qu'on est un tout jeune département et que les choses vont se faire. Donc la colère gentille et légitime, la structuration et des priorités sont à étudier et je pense que tout ça, ça va se faire tranquillement mais sûrement. Hein. Donc les parents d'élèves ont été reçus par des membres de la mairie. Est-ce que vous qui êtes à Mayotte depuis des années, ce genre de cas vous donne espoir ou vous dites encore une fois ils vont être reçus mais rien ne sera fait par la suite? Votre expérience dans cette matière? C'est bien que les parents justement surveillent et soient reçus et puis il faudra surveiller et c'est à vous les journalistes aussi de surveiller. Nous on transmet l'information. Voilà, mais c'est un travail, c'est ça la communauté. Hein, ils ont raison et puis je pense qu'il y a des cas d'urgence d'aménagement de certains trottoirs parce qu'on voit quand même qu'il y a des enfants ou des personnes qui sont en danger sur les bas-côtés, quoi, c'est tout. C'est dangereux et puis ça a à faire. Donc on continue à parler d'infrastructures manquantes ici à Mayotte. On va avoir cette rencontre qu'a organisée le préfet de Mayotte, M. Seymour Morsi, avec les maires de l'île au collège K3 à Kawini pour justement leur donner peut-être des pistes de réflexion concernant les constructions d'écoles. Ce reportage de Camille Leca. Traiter l'urgence avec les critères que l'on a ici ou là. Répondre à l'urgence pour construire les 500 classes qui manquent à Mayotte. Tel est le mot d'ordre du préfet Seymour Morsi. Pour montrer aux maires les possibilités qui s'offrent à eux, il les a donc conviés à une visite du collège Kawani 3. Ici, des constructions modulaires sont sorties de terre en seulement 7 mois et elles accueillent aujourd'hui 600 élèves dans une vingtaine de classes. Une bonne réponse à l'urgence selon le préfet.
On vient voir, on vient découvrir, on vient poser les questions. Les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la visite ont permis peut-être de créer des doutes, mais surtout d'enlever un certain nombre. Et que là, la démonstration qui semble devoir être faite, c'est que le modulaire, c'est plus du tout ce que l'on a pu connaître à une certaine époque. Que au-delà de ce modulaire qui d'une certaine génération, il y en a encore une nouvelle qui vraisemblablement peut répondre encore mieux aux besoins et aux attentes des parents, des enfants, des professeurs et de la vie scolaire au quotidien. À chaque étape de la visite, les maîtres d'ouvrage, le vice-rectorat et la DEAL ont apporté des informations au maire. L'architecte du bâtiment était aussi présent pour les questions plus techniques. Mais si les constructions modulaires ont convaincu dans l'ensemble, elles doivent rester des solutions à court terme. Mon souci, c'est le moyen long terme, c'est-à-dire au bout de 10 ans. Je pense que ce ne serait pas souhaitable de pouvoir continuer toujours à utiliser les modulaires pour les classes. Puisque d'ici là, je l'espère en tout cas, nous aurons la possibilité de au moins absorber une partie de ce retard, sinon la totalité de ce retard. Donc le modulaire, pour l'urgence, oui, mais pour le moyen et long terme, il faudra penser à autre chose. Coût total de la construction du collège K3, plus de 4 millions d'euros. Reste à savoir si les maires de Lille feront rapidement les démarches auprès de la préfecture et que les 5 millions restants dans l'enveloppe budgétaire pour 2014 suffiront à faire sortir de terre quelques classes très rapidement. Des constructions modulables pour les collèges, les établissements scolaires à Mayotte. Est-ce que pour vous, Sylvain, c'est une vraie piste, comme on lit dans le reportage ? Alors pour moi, je suis à 100% pour, parce que c'est rapide. Les élèves seront dans des conditions d'apprendre c'est pas besoin d'avoir 1 mètre carré à 12 000 euros pour apprendre. Et j'ai visité le petit modulaire qu'ils ont fait à Kaweni. Je trouve ça... C'est tout ce qui correspond à Mayotte sur les 10-15 ans. C'est préférable d'avoir du modulaire et que les enfants soient tout de suite lotis très vite et qu'ils apprennent dans des bonnes conditions que des constructions qui sont dans 5 ou 8 ans rouillées, obsolètes et tout ça. Il y a une garantie anticyclonique, c'est des nouveaux produits, il y a d'étanchéité, ça rouille pas, c'est un placement et c'est pas si moche que ça. On le voit dans le reportage, un des élus qui parle justement d'une solution, mais provisoire uniquement. Oui, alors bien sûr, il a peut-être raison sur le fond, mais d'abord formons nos enfants. Le provisoire, moi au bout de 30 ans, tous les changements que j'ai vus, je pense que plus tard, je pense qu'on arrivera à faire des bâtiments à 8, 10, 15 étages, et puis qu'il y a des choses que... L'avenir est aux constructions, l'avenir est aux bâtiments, donc il a raison, mais je pense que... Pour les 15 années qui viennent, là, cette façon de procéder pour l'éducation, elle est moins coûteuse, elle est solide, elle est sécurisée. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc les maires ont tout intérêt, selon vous, à accepter cette piste? Pour leurs enfants, oui. Ils ont tout intérêt, parce que si on doit attendre 3 ans quelque chose qui se fait en 6 mois, ça change tout. 3 ans d'éducation en plus pour nos enfants, je pense que c'est non négligeable. Donc, vraie solution selon vous. Oui. On reste toujours à Kaweni, Sylvain, avec cette famille en colère, une famille qui a débarqué sur son terrain pour démonter complètement une construction faite en toute illégalité il y a quelques semaines de cela. Donc, je vous laisse regarder ce reportage d'Abi Saïda Dinani et de Nourdine Abdirahim. L'affaire sera pliée en 45 minutes. Mehdi Hassan et ses proches ne font aucun mystère de leur intention. Cette case doit disparaître. Les 2 hommes qui ont construit là ne peuvent plus rester sur ce terrain qui ne leur appartient pas. Au fur et à mesure que les tôles volent, on découvre à l'intérieur la vétusté de la pièce. Un seul matelas pour 2 personnes qui ont trouvé là un lieu qu'ils pensaient tranquille. Car ce terrain appartient à la sœur de Mehdi Hassan. Les hommes auraient tenté d'inciter les occupants à partir depuis des semaines, en vain.
Face au dialogue de sourds, ils ont donc décidé de venir régler le problème eux-mêmes. Donc nous, on a averti les autorités locales, on a averti la mairie, on a averti la police. La meilleure solution qu'il y avait, c'était du fait qu'on lui a demandé gentiment de se débarrasser de ce qu'il a fait. Il n'a pas voulu nous entendre, donc nous, c'était le moyen le plus rapide de récupérer notre bien. Des situations comme celle-ci, de nombreux propriétaires y sont confrontés. Mais que faire lorsque des personnes en situation irrégulière n'ont aucune autre solution pour se loger? Certains offrent un espace à des personnes en difficulté, d'autres leur louent des petites parcelles de terrain. Mais le plus souvent, ces terrains se retrouvent occupés sans aucune concertation. Démolition de force par cette famille pour récupérer son terrain. Sylvain, votre réaction? Moi je me mets à leur place. À partir d'un moment, ça s'appelle l'exaspération. Moi je pense que tout le monde sait qu'au tribunal, ils sont débordés, qu'ils sont en restructuration, qu'il y a beaucoup de... les forces de l'ordre n'ont plus les moyens, donc à partir d'un moment c'est normal. Mais moi je le comprends, On ne s'installe pas comme ça chez les gens. Il y en a marre à partir d'un moment, quoi. Donc je le comprends. Là, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu... Donc ça va, c'est cool. Mais je pense qu'il faut que les maires et puis la police aient un peu plus de moyens à Mayotte pour cette réglementation. Parce qu'on ne peut pas dire à un Mahorais, maintenant... Vous êtes tous au courant que maintenant les impôts fonciers sont tombés sérieusement pour tout le monde. On a augmenté de 100% les impôts fonciers à Mayotte. On ne va pas dire à un Mahorais de payer 5 000 € d'impôts et que le mec, les gens s'installent sur son terrain. Non, là, il y a 2 poids et 2 mesures. Donc, je le comprends. Je comprends la famille. C'est son terrain, c'est son patrimoine. Et donc en fait on voit que ces populations en situation irrégulière, justement, on pointe du doigt le fait qu'elles n'ont pas d'endroit où se loger. Est-ce que pour vous, là, ici, il n'y a pas aussi une réflexion à avoir? Alors là-dessus, c'est toujours pareil. Il y a quelque chose qui est incompréhensible, c'est que pourquoi croire qu'à Mayotte, c'est l'Eldorado alors que tout le monde travaille dur? Tous mes amis travaillent dur pour s'en sortir et tout le monde a des problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de la faute des politiques à faire croire et à ce système social à la française, à faire croire que tout va bien, on va s'occuper de vous, alors que c'est pas vrai. Tout le monde a des problèmes et qu'on n'a pas assez de coopération régionale. Et je pense que beaucoup de personnes pourraient mieux gagner leur vie en cultivant, en jouant, en ramenant des légumes et tout ça, que de venir tenter leur chance dans une île qui est toute petite et qui est maintenant, avec le développement, est déjà bien outillée. On a des artisans, des cultivateurs, tout se met en place. Donc ceux qui vont arriver, ça va être très dur pour eux, c'est sûr. On a vu quand même que la famille a tenté d'avoir un dialogue pour essayer de régler le problème et ça n'a mené à rien, d'où justement cette position de force. Comment vous l'expliquez que ces personnes n'aient pas voulu entendre le fait qu'il fallait qu'ils quittent le terrain jusqu'en arriver là? Ça, faut remonter à... c'est un problème d'éducation. Beaucoup de gens estiment que dans ces pays-là, c'est chez moi. Je suis comorien, c'est chez moi. Mais c'est pas comme ça. Il faut remonter plus loin, en fait. Voilà, c'est pas comme ça. Maintenant, Mayotte est cadastrée, Mayotte se développe. Les Mahorais ont choisi d'être département pour pouvoir justement s'en sortir. Et moi, je pense qu'on s'en sort tant bien que mal. C'est pas mal en 30 ans, tout ce que j'ai vu. Et puis, je pense qu'on va aller encore plus loin maintenant, grâce aux vœux des Mahorais. Maintenant, il faut que nos voisins se mettent au travail. Il faut qu'ils se mettent au travail et qu'ils arrêtent de croire qu'ici, on va tout leur donner. La seule chose qu'on va pouvoir donner, c'est du travail. Donc, ils ont plus à y gagner à travailler librement chez eux que de venir ici dans la clandestinité.
Vous parlez justement de développement de Mayotte, donc un sujet qui marque aussi beaucoup le développement de Mayotte, celui du tourisme. On parle beaucoup de ces structures manquantes pour accueillir les touristes. Alors l'hôtel Hilton peut-être bientôt à Mayotte. Par contre, certains problèmes ont été rencontrés entre-temps, comme nous l'explique Camar dans son faux journal. Mais franchement, c'est qui a de la main pour faire un projet de cette grande envergure? Les mecs vont dire non, nous on veut ce terrain parce que ce terrain appartient aux Maoris, d'accord? Maintenant, on ne sait pas ce qu'on va en faire dans 25 ans, mais donnez-le nous quand même. On va replanter la cocoterie. Hein, mais les mecs, ils vont faire quoi de ce terrain? Mais franchement, arrêtez, c'est n'importe quoi. Ils ont des projets, et vous allez voir que finalement, à la fin, c'est Idanel qui va gagner. Hein. Ah ben oui, hein. Les mecs ils vont rester là à se chamailler. Ouais, donne-moi ce terrain. Ouais, moi j'ai 2 millions. Moi je suis Théophane Narayané. Et midi à où? Mi rigole pas, mais. Moi viens de la Réunion, moi. Moi beaucoup de sous. Hein. Mi va injecter beaucoup de sous ici même. Hein. Il va vous péter la gueule. Ouais. Et là, t'as vu, Daniel va passer derrière. Qu'est-ce que vous faites, toi, là? Dégagez de mon terrain. J'ai déjà vu ça avec Dushna et Daniel Zaitani. Vous l'aurez compris, Sylvain, ça c'est la version de Camar. Donc on a l'habitude dans cette émission d'avoir cette petite note d'humour apportée par le faux journal. Je vous laisse maintenant regarder le vrai sujet présenté par Abi Seydadinani. Retour sur le projet Hilton à Mayotte. En premier lieu, il est à noter que le chantier ne démarra pas avant 2017. Par ailleurs, le sujet évoqué a suscité des réactions. La direction de la SPL 976 indique avoir signé un compromis de vente avec la famille propriétaire de 7 hectares de terrain sur les 13 que compte le site. La SPL estime donc qu'il y a de la désinformation lancée par Théophane Narayané qui avait indiqué que le chantier reprendrait bien. Les choses ne sont pas si simples car la parcelle a été attribuée dans le cadre du PADD et la SPL 976 ne pouvait pas signer de compromis de vente avec le propriétaire privé. Théophane Narayané, rencontrant des difficultés pour acquérir le terrain dont le prix avait atteint 3 millions d'euros, avait demandé l'aide du Conseil général pour qu'il intervienne et achète la parcelle. C'est ce qui vient de se produire avec la SPL 976 dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que le département. On voit, Sylvain, qu'à Mayotte, le foncier pose énormément de problèmes encore. Hein. Cette histoire de terrain, un coup qui appartient à un tel, qui a été acheté par un tel, on ne sait plus, on a vu tout à l'heure avec cette famille de Kawini. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Ça fait partie du développement économique et social. Tout se met en place doucement, les compromis se mettent en place doucement. Par contre, pour ce projet du Hilton, moi je pense que c'est bien. Il nous faut des grosses structures. Ça va asseoir Mayotte, ça va asseoir les Comores, ça va... Ici, on est département français, qu'on ait 3 ou 4 gros hôtels et qu'on n'oublie pas aussi les moyens de structure aussi. C'est ce que je pense. Vous êtes propriétaire de chambres d'hôtes et de tables d'hôtes. Un hôtel comme celui-là, Mayotte, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je vous pose la question d'objectivité. Hein. Ah oui, bien sûr. Même plusieurs, je pense. Samaziz, Somako a un projet aussi. Moi, je pense que oui, parce que plus nous allons dans l'avenir, et plus il y aura du tourisme. Parce que à partir d'un moment, beaucoup de gens vont faire du tourisme. On vise quand même une clientèle haut de gamme, parce qu'on parle du Hilton, 5 étoiles. Oui, voilà. Le haut de gamme, il nous le faut à Mayotte. Il nous faudra un petit casino. Adrien Giraud, à l'époque, pensait de faire un casino, mais c'était trop tôt. Mais oui, tout ça, il le faut, parce qu'il y aura une clientèle qui sera là. Et plus il y a de structures d'accueil à Mayotte, et plus les gens se diront, on a l'Europe, on n'a pas que la France. Il ne faut pas voir que la France. On a toute l'Europe et le monde entier qui viendront en se disant, Mayotte, il y a la paix sociale. Mayotte, il y a des beaux hôtels. Moi, j'ai de l'argent, je vais dans un classe. J'ai moins d'argent, j'ai pas trop d'argent, je vais dans des chambres d'hôtes. Mais au moins, c'est la bonne solution. Et, on donne le choix, justement, au voilà, le choix. Et bravo à ce projet, parce que c'est l'avenir, et puis que ceux qui bossent pour l'avenir, il faut qu'ils gagnent de l'argent. L'argent n'est pas un tabou. Je vous propose de faire une pause et de se retrouver juste après la pub pour la suite des rendez-vous de l'info. Nous
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours avec mon invité Sylvain Filis dans ce cadre étonnant en plein Passamenti. Sylvain. Oui, toujours présent. Donc ici on est chez vous, on le rappelle, au Relais des Indes. Qui est une chambre d'hôte. Chambre et table d'hôte, voilà. Voilà. Donc on continue, nous, à parler de l'actualité à Mayotte avec ce sujet qui a marqué cette semaine, le décès du grand cadi Omar Mohamed Hachim. Ça s'est produit dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital. Donc c'était le grand cadi qui a été nommé depuis 1996 et qui était en poste pendant près de 20 ans. Ce reportage de Shakila Youssouf et de Fred Souleymana. Humilité, c'est ce qui définit l'ensemble des membres de l'entourage de Omar Mohamed Hachim, venus pour lui rendre un dernier hommage. C'est au domicile de sa femme, Fatima, avec qui elle a eu 8 enfants que la cérémonie se déroule. Kukababo rekarimana kuzondrahi anbongoza nihadisia uelewa ta mwezi Mungu alisalimisha kitwako akonhira tumshe wangu ikaitosho kati akona mamshe wangu tonkada takada namna komhira mbamne wangu tonkada takada basi ikaitosho kama. Connu pour avoir été le défenseur des musulmans de Mayotte à travers sa responsabilité en tant que grand cadi. Après la départementalisation, il a mené un combat afin de conserver le statut du rôle des cadis dans la société mahoraise. L'ensemble de religions sont pratiquées et il était le premier à échanger avec les responsables religieux de Mayotte des autres religions. Et il a toujours prôné la tolérance, l'acceptation de l'autre et surtout la paix dans cette île parce que la religion musulmane étant la religion majoritairement de l'île, il a toujours dit qu'il faut respecter les minorités et la vie doit continuer ensemble. Il décède ce jeudi 6 novembre, enterré au cimetière de la mosquée du Vendredi de Sada. La population s'est déplacée venant des 4 coins de l'île. Femmes, enfants, anciens collègues, tous étaient présents afin de se souvenir de ce qu'il représentait pour eux et l'ensemble des musulmans des îles de la Lune. Beaucoup, c'est mon père, il va nous manquer. C'était le grand cadi honoraire de Mayotte. Le premier grand cadi honoraire de Mayotte. C'était le grand fondi de presque la population de Mayotte. C'est l'homme qui a tout donné. Il s'est donné la vie pour Mayotte. Il s'est battu pour pouvoir garder les coutumes musulmanes à Mayotte, pour pouvoir garder les cadis dans leur siège. Mais malheureusement, avec la départementalisation, avec toutes les promesses qu'on lui avait données, lui il a quitté le fauteuil. Maintenant, on ne sait même plus où sont les cadis maintenant. Ils sont placés où? Mais comme lui s'est battu avec plusieurs promesses qui étaient données par les ministères, que les cadis vont les garder, et aujourd'hui, on ne sait plus. Alors là, c'est un grand regret parce que lui, il avait une grande expérience. C'était un archive, je peux dire comment. Il était un archive presque pour tous les musulmans. Monument, voilà. Un fundi pour l'ensemble des personnes présentes aux funérailles. Dans son parcours personnel, il a exercé le poste de receveur à la poste de Grande Comore et occupe le poste de secrétaire comptable pendant 10 ans dans la société Bambo. En 1982, il change de métier en devenant cadi de Dembéni et poursuit son ascension en étant nommé grand cadi en 1996. Une page se tourne pour Mayotte avec le décès de ce grand homme. Mayotte perd quelqu'un d'important à travers le grand cadi. Sylvain, qu'est-ce que vous avez à dire quand vous voyez ces images? Il a rejoint son ami Bamana. C'est vrai que ce grand cadi, depuis le début, je le vois, c'est quelqu'un qui avait un grand cœur. Et puis, je pense que les gens ne seront pas insensibles parce que la religion musulmane à Mayotte, elle est cool.
Il n'y a pas, il y a même pas de problème du tout entre les communautés ici. Donc c'est un peu triste, je suis un peu triste. Un caddie en fait qui était ouvert aussi parce qu'il allait voir les autres représentants des autres religions. Ouais, et puis non, il était ouvert à tout le monde, il était gentil, tout était oral avec ce gars-là. Moi j'ai parlé des dizaines et des dizaines de fois. Ah oui. On vous sent tout ému, Sylvain. Ouais, c'est l'histoire, il faut le garder dans l'histoire, ce gars. C'est eux qui ont construit Mayotte. Hein, et, c'est comme le vieux Bamana, je suis ému. Quoi. Je pense aussi à Abdoul Bastois, à tous ces anciens qui ont travaillé avec nous, qui nous ont portés, des petits entrepreneurs comme nous, ils nous ont dit, vous les touchez pas, vous les laissez bosser. C'était extraordinaire à cette époque. Voilà. Et on a entendu également dans le reportage, en fait, l'un de ses fils, je crois, qui dit que le grand caddie est parti après les promesses faites. Et aujourd'hui, avec la départementalisation, on a l'impression que ces caddies-là, justement, n'ont plus leur place. Est-ce que, pour vous, son combat n'a pas forcément donné les résultats qu'il aurait espérés ? Tout va se mettre en place, c'est toujours pareil. Il y a des instances musulmanes en France qui sont là, qui sont respectées. Il faut laisser le temps au temps alors. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Cette religion, elle a un grand cœur, elle ne va pas disparaître comme ça. Mais il faut que tout se structure et les moyens vont venir doucement. Je vous propose, Sylvain, de passer à un autre sujet, celui de la grève des agents de la DLM, donc la direction logistique et des moyens du Conseil général, donc 800 personnes en effectif, donc des employés qui contestent le fait qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir travailler, un organigramme qui n'est pas très clair pour pouvoir fonctionner correctement. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. Leurs revendications sont restées lettres mortes. Alors les agents de la DLM ont décidé de se mobiliser à nouveau aujourd'hui. Face aux critiques de leur direction, ils rétorquent. Pour eux, les conditions ne sont toujours pas réunies pour que les 800 agents reprennent le travail dans de bonnes conditions. La responsabilité incombe en partie à leur hiérarchie. Kavasfederu tu yenesedzamba ilazimu rufanye tarwasilvan kada safe mafundi yayo yarongoa oho amba waskari usfanya hazizo yo haki maana wao dekawashinda arsomedza hazizo irisfanywa hazizo ikamba wao ndo lazimu warenesedze warve formation warenesedze amba hazini na danger lazimu msome mjue namna kada leo wahimwa hirongoa amba wasi karishi hazizo basi wao wana haki maana wao kawashinda fanya hazi. Autre revendication, l'instauration de primes de risque. Celles-ci avaient été agréées par la direction selon le collectif de la DLM et pourtant elles n'ont jamais été versées aux agents qui peuvent en bénéficier. Aujourd'hui, le collectif dénonce même des provocations de la part de leur direction. Il n'y a personne qui se soucie des problématiques qu'il y a à la DLM et qu'on a un directeur là qui commence à provoquer les agents et c'est pas bien. Ah ben, provocation, quand vous dites que la grève est illégale, c'est une provocation aussi. Après 2 jours de conflit, le dialogue ne semble toujours pas apaisé. La grève pourrait bien reprendre dès demain matin. Une situation qui, depuis, semble s'être apaisée, vu que le DGS, le directeur général des services, Jean-Pierre Salinière, a reçu certains de ses agents et sont convenus justement de mettre en place plus de moyens et de revoir cet organigramme. Mais vous, Sylvain, le fait que ces employés se mettent en grève, c'est normal pour vous ? Ben là, quand on entend parler un peu les revendications, c'est révélateur que il y a eu trop de social à Mayotte et que maintenant... C'est-à-dire trop de social ? Ben, on embauche des gens pour qu'ils puissent vivre avec leur famille, ce qui est normal, ce qui est humain. Mais voilà, ça donne des résultats comme ça où les gars ne savent pas ce qu'ils ont à faire, tout ça. Moi, je pense qu'il est urgent de privilégier des zones industrielles mahoraises et de privilégier des emplois au sein de ces entreprises dans ces zones industrielles. Qu'on identifie vite que, comme les zones industrielles qui est en métropole. On cherche un artisan, on sait qu'il y a une zone industrielle à Chirongui, une autre à Mzamboro, et là on va pouvoir aller vers de vrais emplois. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas les abandonner.
ils ont une famille et tout ça, mais c'est les orientations du social qui ont été mal prises depuis 20 ans et on va en payer certaines conséquences, quoi. Parce que là, on voit qu'ils ne refusent pas de travailler, mais ils veulent que leur emploi soit mieux défini et qu'ils puissent savoir à qui s'adresser en cas de besoin. C'est quand même étonnant d'en arriver à cette situation. Ben oui, c'est parce que voilà, on les a embauchés pour pas les laisser tomber, et voilà. Et moi, je pense que beaucoup d'employés de communes, de mairies, de l'administration, ils auraient plus à y gagner dans des petites entreprises locales. Privilégier le secteur privé. Voilà, le secteur privé. Il faut remettre une certaine argent de l'investissement qui est fait à Mayotte dans la construction de zones industrielles, des marchés couverts, structurer cette île. Là, pour l'instant, on est dans la transition sociale-travail, donc on va en avoir des problèmes comme ça. Mais c'est pareil. Hein. Donc pour vous, cette situation, il fallait s'y attendre en fait. Ah oui, et puis c'est normal qu'il y a grève, c'est normal qu'ils ont une famille à nourrir, il faut on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés avec eux. Hein. On continue toujours dans l'actualité, Sylvain, avec cette convention convention de partenariat signée entre EWA, le club Export Mayotte et la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'était jeudi matin devant la presse. Je vous laisse regarder ces explications de Camille Leca. Des signatures, des sourires, 2-3 photos. Et voilà les 3 nouveaux partenaires. La compagnie EWA, la Chambre des métiers de l'artisanat et le Club Export Mayotte sont désormais liés par une convention. Une convention qui prévoit la mise en place d'une franchise supplémentaire de bagages pour les ressortissants de la CMA et plus de flexibilité dans les réservations pour les adhérents du Club Export. Pour la présidente de ce dernier, l'opération est très rentable. C'est primordial en termes d'avantages donnés aux entreprises, puisque cette convention nous offre la possibilité de modifier des billets sans frais, à concurrence de 70 € par sens, c'est-à-dire 140 € aller-retour, en sachant que le premier prix d'adhésion au sein du Club Export, c'est 200 € pour les entreprises qui font moins de 300 000 € de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'avec un billet modifié par an, vous compensez pratiquement votre cotisation. Il y a quelques jours, EWA soufflait sa toute première bougie. La conférence de presse a donc donné l'occasion au président de faire le point. 15 vols par semaine, 7 destinations desservies et plus de 36 000 passagers transportés. Un bilan plutôt encourageant selon lui. Mais Marie-Joseph Mallet tient surtout à souligner la dimension locale. Je crois que c'est une compagnie mahoraise, ici ancrée, basée en fait à Mayotte, et c'est la seule compagnie évidemment qui soit basée à Mayotte, dont les intérêts sont intrinsèquement effectivement liés à Mayotte et qui rayonne au départ de Mayotte. Et je crois que l'appropriation que les Mahorais se font de cette compagnie, et je peux le sentir au travers des témoignages, au travers de ce qui est dit, au travers de la signature de la convention aujourd'hui qui montre qu'on est bien ancré dedans, ça c'est un élément pour moi extrêmement fort et extrêmement prometteur. Une compagnie mahoraise avec des effectifs mahorais. Sur les 19 salariés, 60% sont issus du département. Pour 2015, EWA a encore un objectif, celui d'atteindre l'équilibre. Et pour ce faire, la compagnie mise sur des projets, comme le développement de vols à la demande en période de pointe, et pourquoi pas l'ouverture à de nouvelles destinations. Une convention qui intervient un an après la création de EWA à Mayotte et a priori de belles perspectives en vue. Sylvain, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, de toute façon, tout ce qui est création d'emplois et puis de travailler dans la zone, c'est très important. Mais il y a je voudrais souligner un petit côté économique. C'est très bien la régionalisation, mais il faut surtout faciliter, et c'est très important, l'accès aux hommes d'affaires qui transitent à Mayotte ou qui viennent à Mayotte, leur donner un visa permanent, qu'ils puissent bosser sans contrainte. Parce que l'évolution économique de cette île-là, il faut pas contraindre les investisseurs. Il faut que le gars ait dit « je peux venir à Mayotte après-demain ». Certains ont des gros carnets de journaliers et ils ont besoin d'une demi-journée pour venir et il faut faciliter ça. C'est ça que
que je tiens à souligner. C'est très bien les compagnies aériennes, mais la paperasse. Vous êtes amené à travailler avec des entrepreneurs de la région, Sylvain? Ah oui, là je suis en train d'essayer de concrétiser un petit projet de coopération régionale, mais je vais doucement. Donc là, a priori, ça pourrait être une bonne chose pour vous de profiter de ce genre d'offres. Bien sûr, plus on désenclave l'île, et mieux ça vaut. Hein. Donc en fait, pour vous, EWA, c'est vraiment la compagnie mahoraise qui fait du bien, on va dire, aux Mahorais, aux entrepreneurs mahorais. Souhaitons leur bonne chance et voilà, et puis qu'ils soient bien consciencieux dans leur travail et qu'ils restent bien en l'air et qu'ils atterrissent bien. Sur ces quelques mots, Sylvain, je vous propose d'enchaîner avec cette grande opération menée mercredi matin dans les locaux du Crédit Agricole des Hauts-Vallons. Donc depuis 4 ans, je vous le rappelle, chaque année, de nombreuses structures peuvent bénéficier de mécénat. Le reportage d'Abi Sadiazinani et de Nourdine Abdourahim. 9 800 € à partager entre les 12 structures présentes aujourd'hui. Les Amis de la Randonnée ou encore l'Association des Cocos, Association des collégiens de Mgombani, lycée agricole, tous, qu'ils soient clients au nom du Crédit Agricole, ont monté un dossier qui a été soumis aux administrateurs de la caisse locale. C'est pour réaliser un tour de protection sur le bateau de sauvetage de la SNSM pour les sauveteurs en mer de Mayotte. Parce qu'on a un bateau, on l'équipe au fur et à mesure et ça permet aussi également d'entretenir notre matériel. La Banque Mutuelle veut donner un petit coup de pouce à tous ceux qui ont un projet de développement. Chaque année, c'est 1% du résultat de la caisse locale qui est redistribué pour aider à acheter du matériel, des maillots pour les clubs sportifs ou juste agrandir une structure. Donc nous avons un budget et nous distribuons une certaine somme à diverses associations sur le territoire et nous faisons connaître la différence mutualiste de notre banque qui est une banque mutuelle où les personnes souscrivent des parts sociales pendant cette journée et les parts sociales, disons, servent à être sociétaires et donc ils sont des clients particuliers de la banque. Une partie de la banque leur appartient en quelque sorte. Une logique de partage, une envie d'inciter les clients à se réapproprier leur banque. L'opération Rencontre-nous, elle, s'est poursuivie dans l'après-midi en Petite Terre. Une structure bancaire qui encourage les projets locaux. C'est une bonne initiative, Sylvain? Ah oui, mais vous avez vu, ça fait 30 ans qu'on nous encourage à Mayotte, mais il y a quand même pas mal d'immobilisme encore. Hein. Donc 1% c'est bien, mais 1% de combien? C'est la question que je vais poser à mon ami. Déjà, la démarche est intéressante parce que, bon, comme on a vu, plusieurs dossiers ont été déposés. Ça veut dire que la demande y était. En fait, il y avait un besoin aussi. Alors là, vous voyez, vous tapez dans quelque chose qui me tient à cœur à Mayotte, c'est que quand j'entends beaucoup de personnes dire mais à Mayotte, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ça, et que quand on est sur le terrain comme moi, qu'on vit là depuis si longtemps, il y a des beaux projets à Mayotte, mais il y a un petit problème. On a un petit problème entre la communication avec la préfecture, avec nos banques et nos petites entreprises qui sont valables à Mayotte. C'est-à-dire quel genre de problème de communication? Moi, je pense qu'il faut c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'interview, il faut viser à long terme. Là, est-ce que toi, demain, tu as besoin d'un plombier? Est-ce que tu sais où il y a un plombier dans la zone industrielle, à part la zone industrielle de Kaweni, où ce plombier, où ces 2 plombiers sont débordés de boulot avec l'administration? Il faut qu'on structure ce pays-là. Moi, c'est mon cheval de bataille, c'est les zones industrielles. Depuis 30 ans que vous êtes là, oui. Ah bah oui. Et pour l'instant, personne n'a encore, comme les élus, comme au conseil, personne n'a encore fait des grands débats sur nos zones industrielles. Et c'est le cœur de la vie économique. C'est en gagnant de l'argent qu'on pourra prendre des avions pour aller voyager. C'est pas en attendant qu'on nous donne l'aumône. Sylvain, je vous propose maintenant de parler un peu de vous, de votre structure éventuellement également. Ici, on est au Relais des Indes, un lieu atypique en fait à Mayotte. Moi, j'en ai pas vu d'autres comme cela. Et il existe depuis combien de temps? Et c'est venu d'où cette idée? Alors, cette idée, c'est que il n'y a pas assez de chambres à Mayotte. À ce jour, il y a encore des problèmes de belles chambres à Mayotte. Hein, donc, vu que
Bon, ben, j'ai eu que 3 fiches de paye depuis que je suis né. L'idée a été vite faite de dire qu'est-ce que je vais faire à la retraite. Et ben, je vais faire des chambres d'hôtes. Et avec ma femme, qui est une cuisinière hors pair, et ben, on s'est lancé dans cette aventure. C'est une affaire familiale, en fait. Voilà, c'est une affaire familiale. Il y a 6 enfants, il y a 6 chambres. On loue les 6 chambres pour payer leurs études. L'islam est bien respecté avec les chambres d'hôtes. Donc, le lieu existe depuis combien de temps ? Alors maintenant, depuis 98, on a bossé avec ma femme et puis 2 maçons. On a bossé 10 ans ici, tranquillement. On voit beaucoup d'objets venus d'ailleurs, j'imagine, parce qu'on voit de la poterie, on voit de la céramique, on voit des tableaux, on voit des boiseries. Comment vous faites pour justement meubler ce lieu Alors j'ai tout ce qui est bois, j'ai acheté à Bali, en Indonésie, comme la porte qui est là-bas, qui est magnifique. Et puis tout ce qui est céramique, c'est moi qui me l'ai fait, comme ça revient moins cher. Et, vous fabriquez vous-même la céramique sur place. J'ai refait mon petit atelier de poterie tranquillement. Et vous vous en servez que pour vous? Ben pour l'instant oui, puisque a priori personne n'est au courant. C'est un peu égoïste, Sylvain. Regardez les bonnes choses que pour vous. C'est encore un autre cheval de bataille. Il est très difficile d'entreprendre en France, y compris maintenant à Mayotte, parce que on te met des charges avant que tu aies commencé à gagner de l'argent. Et là aussi, il y a un énorme progrès pour ces jeunes entrepreneurs à Mayotte, c'est de les laisser pendant 3 ans libres de structurer leur petite affaire. Mais là, moi j'ai la chance d'avoir travaillé 30 ans à Mayotte, donc j'ai un patrimoine, donc je peux me permettre de ne pas perdre ma passion qui est la poterie, mais je ne peux pas investir, c'est impossible d'investir avec les charges qu'on paye. Merci en tout cas Sylvain pour toutes ces précisions. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous parce qu'on est quand même ici sur votre lieu de vie également. Donc un lieu très agréable. Je vous dis à la semaine prochaine quant à moi pour de nouvelles infos. Bonne soirée à vous sur KTV. Merci.